André Donatovitch Siniavski, né à Moscou le 8 octobre 1925. 3 ans de service dans l'armée soviétique. Membre de l'Union des écrivains. Professeur, critique littéraire, marié, père d'un enfant de sexe masculin. Auteur sous le nom de Abraham Tertz, d'une série d'ouvrages publiés à l'étranger. Inculpé du fait de ses publications pour agitation et propagande antisoviétique, article 70 du Code pénal, jugé le 14 février 1966, conjointement à Youli Daniel, par le tribunal suprême de la République fédérative russe, et condamné à 7 ans de détention dans des camps de travaux correctifs à régime sévère. Libéré en 1971, André Siniavski, dit Abraham Tertz, quitte l'Union soviétique en 1973 et s'installe en France où il est nommé maître de conférences à l'Université de Paris. Сам я вятский уроженец, много горького видал, да видал. Марина Цветаева. Эпиграфом En épigraphe à la poésie et à la vie de Marina Tsvetaeva, можно было бы поставить on pourrait inscrire ces quelques vers d'Alexandre Blok. Эти строки следующие. Ты будешь доволен собой и женой, своей конституцией куцей. А вот у поэта всемирный запой, и мало ему конституции. Пускай я умру под забором, как пес, пусть жизнь меня в землю втоптала. Я верю, то Бог меня снегом занес, то вьюга меня целовал. За хлеб и воду и за свободу. Attention, attention, le train en provenance de Moscou entre en gare voie 17. Спасибо нашей городской прокуратуре. Вы вместе грабили одну и ту же хату. И вместе мы проникли в ту же щель, и мы с ним встретились, как два молочных брата, друг друга не видавшие вообще. За хлеб и воду и за природу спасибо нашему сальвейскому народу. За ночи в тюрьмах, допросы в Муре, спасибо нашей городской прокуратуре. Наконец-то. Il y a 2 недели. Enfin, je le cherchais depuis 2 semaines. Et ces journaux, qu'est-ce que c'est? De vieux journaux. Nous avions l'habitude de les conserver. Des journaux du temps de Khrouchtchev ou de Staline, l'affaire Pasternak, l'affaire des blouses blanches. Ça, c'est l'affiche d'une conférence faite par le père de Siniavski. Au début des années 20. Mon père, il a fait un peu tout dans sa vie. Des conférences dans une petite ville de province. Il était le plus souvent sans travail. Ma mère, elle, c'était un petit cheval, qui tirait la charrette. Elle a été institutrice, bibliothécaire. De toutes les images de mon enfance, c'est cette photo qui m'est la plus chère.
C'est en quelque sorte l'image de mon passé révolutionnaire. Mon père et ma mère, en 1919. La guerre civile, mon père bien entendu se bat du côté des rouges. Ma mère est ambulancière, est retirée à cause du typhus. Là, c'est mon père dans les années 30. Un vrai visage de soviétique. Dans sa vieillesse, il s'était à nouveau laissé pousser la barbe. Là, il n'est donc pas soviétique. Là, il n'est pas encore soviétique. Et là, il l'est déjà. C'était les années 30. Le nivellement, la normalisation. Comment viviez-vous à cette époque? Difficilement? Matériellement? Oui. Bien sûr. Nous vivions pauvrement, très pauvrement. À l'école, on se moquait toujours de moi parce que j'allais dans une école un peu bourgeoise, d'une certaine intelligentsia. À cette époque déjà? Bien sûr. Quand j'arrivais avec des culottes rapiécées, les autres se moquaient de moi. Et moi, je ne comprenais pas. Pour moi, avoir une culotte rapiécée, c'était un honneur. La preuve que je n'étais pas riche, que j'étais pauvre. Et tant mieux. J'ai eu une enfance très rouge. J'ai grandi rouge. Et même jusqu'à présent, j'ai gardé vis-à-vis des gens. Qu'est-ce que cela veut dire, une enfance rouge? Cela veut dire une enfance généreuse, dans une famille qui vit sans mesquinerie. Très pauvrement peut-être, mais au nom d'un idéal. Comment construire le bonheur universel, comment faire la révolution mondiale. Sur Terre règne l'égalité, le bonheur, la liberté. Tous ces mots chaleureux qui ont bercé l'existence de mon père. Il avait connu ses premières prisons en 1909, au temps du tsar. Quand j'étais petit, j'écoutais les histoires de déportation, de perquisition, d'imprimerie clandestine. Il vous en parlait? Bien sûr. Il me racontait sa jeunesse. Et j'ai grandi rouge. J'ai été rouge jusqu'au moment où j'ai pris conscience que sur le rouge de notre drapeau, il y avait trop de sang étranger. Ceux qui au début mouraient victimes, inéluctablement s'étaient transformés en bourreaux. Là, c'est la deuxième page de ma vie. La découverte du Nord. En 1955, nous sommes connus, Maria et moi. Nous nous sommes mis à parcourir les campagnes. Pendant 10 ans, chaque été, nous sommes partis dans le Nord. Et là, à côté des objets du passé, j'ai rencontré des gens et des livres. Celui-ci, par exemple, c'est une Bible très ancienne. C'était la première fois que je voyais des livres comme cela, avec ses fermoirs, ses caractères. Il date du XVIe siècle. Et il y en a d'autres qui sont entièrement manuscrits. Les gens vous laissaient emporter ces livres? Je m'y intéressais. Non. Et ils s'en séparaient facilement? Cette vieille femme, par exemple, elle est aveugle. Et cet évangile, elle le tenait caché sous un tas de fagots. Mais ce sont là-bas des gens à l'âme simple. Elle m'a demandé, ce ne sont pas les communistes qui t'envoient. Non, grand-mère, ces livres m'intéressent tout simplement. Tu dis vrai? Je dis vrai. Très bien. Elle est partie en tâtonnant, fouiller dans la grange, sous les piles de bois, là où elle dissimulait ses livres. Elle les dissimule parce qu'on vient régulièrement perquisitionner chez elle. Les autorités savent qu'elle fait partie des vieux croyants, qu'on organise chez elle des chapelles clandestines. Elle m'a raconté sa vie. Les églises là-bas sont toutes détruites. Alors, elle trouve par exemple un poulailler. Elle plante une croix sur le toit et y porte quelques livres qu'elle a conservés. Et les gens commencent à se réunir. Et le poulailler se transforme en petite église, jusqu'au moment où les autorités la prennent. Rasent le poulailler, menacent la vieille de tout lui prendre,
Mais que peuvent-ils faire? C'est une toute vieille femme, aveugle. Et là, dans le Nord, j'ai découvert une autre race de gens, une autre race de livres. Avant de faire ces voyages, j'aimais l'art de gauche, la poésie des années 20. Puis, peu à peu, la rencontre avec ces gens, avec ces livres. Et certains sont vraiment étonnants, entièrement manuscrits. Là-bas, ils périssent. On les brûle, on les détruit. Un manuscrit du XVIe siècle. Et j'ai commencé à me passionner pour l'ancienne Russie. Nous avons aussi trouvé des icônes. Maintenant, il y a une sorte de mode. Le gouvernement lui-même s'est mis à les rassembler. Mais en 1955, on les détruisait en tas. Vous entriez par exemple dans une église en ruine et vous les aperceviez enfouis sous des gravats ou dans le grenier. On marchait sur des icônes, n'importe où. Nous avons toutes trouvé ainsi. Et elles servaient de volets, de couvercles de tonneaux. Saint Jean Chrysostome, le silencieux, XVIIe siècle. Vous vous souvenez de l'endroit où vous l'avez trouvé? Nous l'avons ramené de notre tout premier voyage. C'était en 1955, près de la ville de Kargopol. Nous n'achetions pas ces objets chez les antiquaires. Nous ne les recherchions pas, nous n'avions pas d'argent. Nous rampions à plat ventre sous des gravats comme cela et nous les dégagions. Pour nous, il s'agissait de les sauver, pas d'en faire collection. Elles étaient enfouies sous des poutres, comme ici. On tirait les poutres et on trouvait une icône. Ensuite, il fallait encore sortir du village sans se faire remarquer. Tant que tout cela pourrit, c'est parfait. Cela ne dérange personne. Mais si quelqu'un a le malheur de vouloir l'emporter, on l'arrête sur le champ. La police accourt immédiatement. Nous étions des voleurs. Même si ce que nous volions, nous le trouvions au milieu de tas d'ordures. Pendant 10 ans, nous avons été des voleurs. Je vous entends ici parler de culture, de culture. Pour nous, le problème de la culture est un problème de sauvetage, le sauvetage de quelques restes. En littérature, c'est la même chose. Il faut préserver, sauver les objets, sauver le mot. Tout peut disparaître, s'écrouler, aller au diable. Le monde entier peut s'effondrer. Et nous devons tenter malgré tout de faire vivre ce qui a été créé. Le décor correspond assez bien à un début et à une fin. On dirait des vestiges de la bureaucratie soviétique. C'est très très ressemblant. Mais ils auraient été encore plus réalistes. Donnez un château comme celui-ci à un bureaucrate soviétique et il couvrirait les murs d'avions pareils à ceux-là. Mais plus ressemblant peut-être, plus naturel. J'ai vu chez nous à Novgorod. Maintenant, tout a été restauré. Mais en 1957, à Novgorod, j'ai vu des fresques uniques au monde. Des fresques de Théophane le Grec, représentant des anges au visage de femmes. Et sur ces anges, quelqu'un avait gravé avec un clou des sexes et des seins. Vous avez transformé en objet de plaisir. Voilà quel est malheureusement notre rapport à la tradition. Et voilà pourquoi il faut sauver les anges enfouis sous les poutres. Et cet objet en bois, qu'est-ce que c'est?
Un peigne, pour filer. On fait passer la laine du mouton entre les dents du peigne et on tire le fil. En général, ces objets étaient donnés en dot à la jeune fille avant le mariage. Et ils étaient pendus au mur, comme de grandes taches de couleur, à l'intérieur des maisons. Là, c'est un dessin très archaïque. Un cheval araignée. C'est un motif très ancien de la région de Miseigne. De l'autre côté, il y a aussi des chevaux et des rennes. Кучера из Мура укатали сивку. Что же мне делать, певцу и первенцу, в мире, где наичернейший серп, где вдохновение хранят, как в термосе, с этой безмерностью в мире мер? Поэт, согласно этой версии, Suivant cette version, le poète rejette le monde du quotidien. и mир не приемлет Et ce поэт. monde rejette le poète. Поэт у Pour Цветаева Цветаева, один. Le poète est toujours Один seul. за всех, Seul pour tous. один без всех, Seul parmi один tous. против всех. Seul contre tous. В семье это Pour sa famille, выродок. il est un avorton. В обществе Pour la société, отщепенец. un marginal. В государстве Pour le pouvoir, бунтовщик и un самозванец. révolté ou un imposteur. Вагончик тронется, перо раздастся, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Ну, в конце концов, я знал. Je savais parfaitement quand j'écrivais que tôt ou tard j'allais être arrêté. И потом Et j'ai été arrêté. Я Et je n'ai rien совершенно regretté. в этом не раскаялся, и я доволен тем, что меня Je suis heureux d'avoir été enfermé. Ну, скажем, меня бы не выпустили из России. Ну, Supposons для qu'on ne меня m'ait pas какой- autorisé à quitter la Russie. Ну, второй срок. Quel aurait été mon destin? Второй срок по той же статье. Une deuxième condamnation. De 10 ans cette fois. Si je n'avais pas de famille, peut-être même que ça aurait été mieux. Une deuxième condamnation. Говорит слово, говорят, арестованный Школарин за 3 слова. Говорят, что не помог ему заступник, это слово. Ведь Школарин, как опаснейший преступник, арестован. Ведь это ж правда, несправедливость. Говорю, невиновен, не сославить, но виновить. Говорю, невиновен, а славить разве новость? Говорю, что не поднял бы Мишка руку на ту суку. Так возьмите же вы Мишку на поруки. Вот вам руку, а то ведь правда несправедливость. Единственное, что Синявский потерял без возврата. La seule chose que Siniavski a perdue sans retour, qui jamais ne reviendra, c'est l'image de son fils grandissant. Quand Siniavski a été arrêté, Egor avait 8 mois. Quand il est revenu, Egor avait 7 ans. Et ces 6 années de vie d'un petit homme ne reviennent pas. Elles sont irremplaçables. Вот они невосполнимы. И друзья сделали раз в год летом. Des amis ont tourné chaque été quelques minutes de film pour que Siniavski puisse connaître la démarche d'Egor, les mots d'Egor, les gestes d'Egor, car les gestes d'un enfant se perdent à jamais. Движение ребенка — это вещь неповторимая.
Dans le camp, pour la première fois, je me suis heurté à une réalité qui m'était proche. Avant cela, pour dialoguer avec le réel, j'imaginais, j'inventais. Là, il n'y avait plus besoin d'inventer. J'étais plongé tout entier dans mon propre fantastique. Mais un fantastique visible, tangible, dans lequel je vivais. Je portais des charges. Je vivais et je mourais. C'était une sensation supérieure. Pour moi, le camp a représenté le point culminant de ma vie d'écrivain et de ma vie d'homme. Parce que là, enfin, la réalité et l'écriture se sont rejointes. Siniavski écrivait des lettres de 20 et même de 22 pages. Quand je recevais une lettre de 14 ou de 16 pages, je commençais à m'inquiéter. C'est que quelque chose n'allait pas. C'est qu'il n'était pas dans la forme dans laquelle je le voulais. Le camp a été très dur. Siniavski a toujours été astreint à des tâches très pénibles, aux travaux physiques les plus lourds. Il y avait même un ordre express de Moscou, du KGB, de l'affecter exclusivement aux postes les plus durs. Et c'est pendant ces travaux que Siniavski a écrit ses lettres les plus claires, les plus lumineuses. Quand je les lisais, et j'en lisais des morceaux à haute voix à des amis, quand je leur lisais les extraits sur Pouchkine, sur Swift, le temps en était si heureux, si joyeux, que mes amis en l'écoutant riaient aux éclats et ne pouvaient absolument pas croire que ces pages avaient été écrites après des journées de 8 à 10 heures d'un travail épuisant. Le livre, une voix dont le cœur est tout entier composé à partir de ces lettres. Il y est tout entier parsemé. Ici, tout paraît un peu surréel. Les visages, les choses, tout semble appartenir à un monde imaginaire. L'attente d'une fin, fin de la peine, de la vie, du jour, confère à des faits minuscules une intensité inhabituelle. Le soleil est bas sur l'horizon et les ombres sont très longues. Le mot de l'écrivain, plus j'y réfléchis, peut être multiple. Il peut être coloré, précis, aigu. Rien de tout cela n'est indispensable. L'absolu, voilà l'unique critère du mot. Un mot est prononcé et il est absolu. Il est intéressant d'être réduit au minimum. Quand il n'y a rien, ni livre indispensable, ni force, ni référence. Ne posséder qu'une ligne, une image unique, une seule phrase musicale, et s'y perdre, définitivement. Pour moi, une feuille de papier, c'est comme une forêt pour celui qui s'évade. S'inventer un langage et y vivre, comme un singe accroché à un arbre. Les prisonniers marchent toujours ainsi, de long en large. Moi aussi, je marchais des heures et des heures. Ça doit être un vieil instinct. Celui-ci est un tout jeune délinquant. Les loups russes sont plus... Je ne sais pas, c'est peut-être un loup américain, il est tout petit. Les loups russes sont très grands. Ils sont détenus à perpétuité. Et le plus triste, c'est que si maintenant on les relâchait, ils ne le supporteraient plus. Cela se passe toujours ainsi lorsque la peine est très longue, non? C'est vrai. Après 20 ou 25 ans de détention, l'homme a perdu la liberté. J'en ai même rencontré qui refusaient de sortir.
встречал людей, которым даже не хочется выходить. Меня освободили неожиданно. On m'a relâché sans me prévenir avant la fin de mon terme, 15 mois avant la fin. J'avais été condamné à 7 ans, et entre la prison et le camp, j'ai fait en tout 5 ans, 9 mois. Ils m'ont lâché sans une explication, sans motif. On m'a pris et on m'a poussé dehors, à l'air libre. Ce fut un très grand choc. Lorsqu'un prisonnier attend, et que jour après jour, il voit se rapprocher la date de sa libération, il se, comment dire, il s'y prépare intérieurement. Vers la fin de sa peine, il ne pense déjà plus à sa vie en prison. Il pense à sa vie future, dehors. Pour moi, ça a été très brutal, comme si j'avais été jeté à l'eau. Oui, ça ressemble. Ça ressemble beaucoup même. Sauf l'herbe. Là-bas, il n'y a rien. Il y avait eu un mur à la place de cette grille, et puis en haut, un surveillant. Et par-dessus le ciel. Oui, pendant la promenade, tu le regardes, tu l'observes. Il s'ouvre. Les nuages, le soleil. C'est très agréable. L'apprentissage de la liberté a été très dur. Les premiers jours, j'éprouvais de la joie, bien sûr, mais une joie mélangée, presque amère. L'impossibilité de passer brusquement d'un univers à l'autre. J'étais prisonnier, et puis brusquement, j'étais devenu un homme libre. Les premiers temps, je ne parvenais pas à comprendre pourquoi je me retrouvais dehors. Je me croyais en fuite. J'attendais qu'on vienne me chercher, m'enfermer, m'emmener quelque part. Lorsqu'on m'a sorti du camp pour me libérer, je pensais qu'on me transférait simplement d'un camp à l'autre. Et puis, on m'a pris et on m'a relâché. Мое прошлое и настоящее наврут 3 короба. Пусть удивляются, кто провожал меня, кто провожал меня, кто провожал меня. Кто провожал меня, их не касается. Au sujet du lien qui existe entre le poète et sa poésie, Tsvetaeva écrivait « Tant que tu es poète, tu ne peux pas te perdre, parce que le mot est rime et que tu rimes avec lui. » Tant que tu es poète, tu ne peux pas te perdre, parce que rien n'est fini et que tout te ramène aux sources de ton mot. La mort unique du poète, c'est son poème qu'on lui arrache. Mieux vaut alors se taillader les veines. Assurez-vous que vous n'avez rien oublié dans le train. Pour le service de location de voitures sans chauffeur, adressez-vous au bureau de renseignement dans l'ordre du Eh bien, j'ai rencontré André Siniavski à l'université de Moscou en 1947, en février 1947 exactement. Et c'est grâce à lui que j'ai pu finalement aimer la Russie contemporaine, ou du moins aimer comprendre qu'il y avait chez ces personnes dont je n'ai jamais partagé l'idéologie, des aspirations de
générosité auquel j'étais très sensible et qui me frappait profondément. Siniavski, ce qui me plaisait aussi beaucoup en lui, c'était au fond, c'était un contestataire. C'était un vrai révolutionnaire dans l'âme. Il employait les mots de l'idéologie qui me paraissaient lourdes et pesantes et pauvres, mais en dessous, il y avait quelque chose de très passionné et une soif de justice, un amour de son peuple qui m'était très proche. C'est ainsi que nous avons lié amitié. Siniavski, ce qui était frappant, c'est qu'il n'était absolument pas sectaire. Il y avait une tolérance, d'abord de l'intelligence, et une tolérance du cœur. А, да, вот эта картинка такая. Вот это, Мария, картинка. Vous connaissez monsieur Siniavski? Très bien, monsieur. Oui, bien sûr, oui. Vous savez d'où il vient? Non, ma foi, moi non. Hein. Non, Russie? Oui, à peu près, mais enfin... De Russie? Eh bien, il écrit. Ah, c'est un écrivain. Oui. Ah, ben c'est bien, ben, on a besoin d'écrivains aussi. Hein. Очень трудно через человеческий разговор. Il est très difficile, à travers des mots quotidiens, de transmettre ce pourquoi je vis, de transmettre une aventure d'écrivain. Я живу. В общем, то есть передать какую-то писательскую свою линию, не потому что... Non parce que l'écrivain serait quelque chose de meilleur, de supérieur. Au contraire, je suis persuadé que n'importe qui vaut mieux qu'un écrivain. Mais comment dire, sous sa forme réelle, à visage découvert, il est très difficile de parler de ce qui pour soi est essentiel. Par peur d'abord. Et c'est une des raisons de l'existence d'Abraham Terz. Terz m'a aidé à oser dire certaines choses qui me paraissaient importantes. Il me dissimulait comme un masque de carnaval dissimule un visage. Pour moi, plus le réel est transposé, bouffon, grotesque, plus il me permet d'exprimer ce qui me préoccupe profondément. Mais ainsi, en tant qu'individu, je n'arrive pas à dire ces choses-là. Je peux les exprimer sur le papier, en me contorsionnant autant que je veux, mais parler d'Abraham Terz, représenter Abraham Terz devant une caméra, c'est impossible. Si je voulais le faire, je devrais me mettre à quatre pattes et aboyer comme un chien. Вот почему так много монстров и чудовищ? Pourquoi rencontre-t-on tant de monstres, tant de créatures fantastiques dans les arts de tous les peuples? Et le plus souvent, ce sont des gens au cœur simple, à l'âme croyante et pure qui les enfantent. Pourquoi aiment-ils représenter toutes ces chimères? Sauf et bien sûr, ce n'est pas un hasard, il y a l'Église, ses buts. Mais il y a une exigence plus fondamentale, plus organique. Cette femme, par exemple, elle est peintre. Elle s'appelle Grimachenko. C'est une simple paysanne d'Ukraine. Et voilà les étranges animaux qu'elle dessine, en toute simplicité, sans bien se rendre compte de ce qu'elle représente. Elle n'a fait aucune étude. Tout son contexte, ses habitudes, la tradition la pousseraient plutôt à dessiner des fleurs, comme celles qui décorent les maisons paysannes. Mais elle, ce sont ces créatures qu'elle dessine. La Russie, au niveau des possibilités d'imagination, d'invention, est une terre bénie. Фантазии и так далее. И вот даже нынешний самиздат и le samizdat, les éditions clandestines, la nouvelle génération d'écrivains à laquelle je me sens rattaché, tout le mouvement actuel prend racine dans ce sens russe du fantastique qui est profondément créateur. Et ce fantastique peut-il s'exprimer dans la légalité ou doit-il être illégal? Il est toujours illégal. Toujours. La révolution est sans doute une des rares possibilités de fête collective. C'est pourquoi l'artiste est fasciné par la révolution. Pourquoi il se lie à elle.
Mais la vie ne peut sans doute pas être une rupture perpétuelle. Les révolutions s'achèvent et se transforment en quotidien. Et en réaction au grand carnaval s'installe la norme, une norme conservatrice, nourrie directement des idéaux révolutionnaires. C'est pourquoi cette norme est particulièrement effrayante, car elle est instaurée non par les ennemis de la Révolution, qui auraient repris le dessus, mais par les représentants même de cette révolution. La révolution se fige et commence sous cette nouvelle forme à dévorer ses propres enfants. Toutes les œuvres de la littérature mondiale, je les divise en deux, celles qu'on autorise et celles qui sont écrites sans autorisation. Les premières sont de l'ordure, les secondes de l'oxygène dérobé. Les écrivains qui écrivent des œuvres d'avance autorisées, je veux leur cracher au visage, je veux leur frapper le crâne à coups de matraque et les asseoir tous devant un verre rempli du thé des interrogatoires qui a le goût et l'odeur de l'urine. Ossip Mandelstam, 4e prose. Actuellement, dans le monde entier, le sujet le plus piquant, le plus savoureux est l'histoire de l'écrivain soviétique et son étrange destin. Où on l'enferme, où on le pend, où on le libère, où on l'expulse. À l'heure actuelle, l'écrivain danse sur le tranchant d'une lame de couteau. Mais à la différence des temps anciens où on égorgeait à la file, cet étrange passe-temps lui procure une satisfaction et un plaisir moral certain. Et toutes les tentatives pour le raisonner, l'effrayer, le faire plier ou le liquider ne font que renforcer et renforcer encore le niveau littéraire de son œuvre. Oui. Allô? Где Daniel? Où est Daniel? Passez-le-moi. Daniel, je passe l'appareil à Siniavski. Il va te dire quelques mots et ensuite notre réalisateur voudrait te parler un moment. Seulement articule fort, distinctement et très lentement. Sinon, on t'entend mal. Porte-toi bien. Bonjour. Alors raconte, comment allez-vous tous là-bas? Tout va bien. Et le moral, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Tu te reposes? Tu traduis? Et en général, comment tu vas? Oui. Je vois. Et les amis? Je vois. Nous nous ennuyons de toi ici. On aimerait bien t'avoir en visite chez nous. On finira bien par inventer quelque chose, non? Très bien. Je pense que oui. Maintenant, écoute. Je passe l'appareil à notre réalisateur. Un homme très gentil. Je voudrais vous demander qu'est-ce qui est, à votre avis, le plus important chez Siniavski l'homme et chez Siniavski l'écrivain. Vous voyez, j'ai quelque chose à accomplir. Depuis un certain temps déjà, je ne vis plus pour le plaisir. Je vis pour accomplir ce quelque chose.
Du point de vue humain, je le répète, si je n'avais pas eu de famille, il est possible qu'une deuxième condamnation, un deuxième séjour dans le camp aurait même été pour moi plus profitable. Mais là-bas, je n'aurais rien pu faire. Une voix dans le cœur, c'est pourtant dans le camp que vous l'avez écrit. Oui, mais je ne savais pas en le faisant que c'était une voix dans le cœur que j'écrivais. Cela ne s'est fait que plus tard. Je suis venu ici non pour vivre, mais pour travailler. Et le temps qui me reste à vivre, le chemin de l'écrivain est un chemin difficile. Ce temps-là, il faut que je le vive en accomplissant quelque chose. C'est pour cela que je suis parti à l'étranger. Лагерь меня очень обогатил, но он не изменил каких-то моих взглядов, которые сложились. Le camp m'a beaucoup enrichi, mais il n'a pas modifié mes convictions. Укрепил меня в этих взглядах. Il les a en quelque sorte renforcés. Dans le camp, j'ai toujours essayé pour moi-même de rester un écrivain. Même si ce que j'écrivais ne devait jamais être publié, mais il fallait malgré tout écrire, continuer à écrire. Et maintenant, après le camp, il est évident que je dois, non que je veux écrire. Voilà qu'Abraham Tertz a rejoint André Signavski. Et André Signavski, que doit-il faire si ce n'est écrire? Et écrire encore. Pour dire vrai, de programme social ou de position politique précise que je défendrai au nom desquels j'aurais agi, je n'en ai pas. J'ai pris la parole et je la prends en tant qu'individu et en tant qu'écrivain, exclusivement. На обеденный, а меня на письменный. Потому что ты счастлива, яств иных не ведала. Потому что слишком часто вы, долго вы обедали. Je ne peux vivre qu'en Russie. Ici, en France, je peux écrire. Vivre, non. Dans la mesure où l'écriture est devenue mon problème essentiel, je suis parti en France. Mais si en Russie, je pouvais et vivre et écrire, je repartirais. Если б водка была на одного, как чудесно бы было. Но всегда покурить на двоих, но всегда распевать на троих. Что же на одного колыбель и могила. От утра и до утра раньше песни пелись, как из нашего двора все прозлетели. Навсегда, кто куда, на долгие года. Quand je suis parti, un de mes professeurs, mon ancien maître, m'a demandé: vous n'avez pas peur, André, de ne plus pouvoir écrire là-bas? Je lui ai répondu: voyez-vous, chaque jour j'ai peur de ne plus pouvoir écrire le lendemain. Говорят, что жена на одного спокон веку так было. Но бывает жена на двоих, но бывает она на троих. Что же на одного колыбель и могила. От утра и до утра раньше песни пелись, как из нашего двора все прозлетелись навсегда. Кто куда, на долгие года.
Сколько блатных у нас в доме живет, сколько блатных в доме рядом, сколько блатных мои песни поет, а сколько блатных еще сядут навсегда, кто куда на долгие года.